Bonjour Thierry. Bonjour Sandrine. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce podcast Vibrer votre vie professionnelle. C'est un plaisir. Merci. Ravie que tu sois là. Tu sais un peu le contexte, et je mets en lumière une personne pour qu'elle puisse parler de sa carrière professionnelle. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. On s'est rencontrés il y a quelques années. Et ton parcours, ton métier m'a intéressée, interpellée, parce que je le connaissais un peu de loin comme ça, mais j'avais jamais vraiment eu le plaisir, en tout cas, de rencontrer une personne qui excelle dans ce métier-là. Merci. Tu as plusieurs talents et de compétences pour ce métier. Donc avant que je te présente à tous les auditeurs, je vais en parler. J'ai noté négociateur d'influence. J'ai noté facilitateur, mentor, mentorat politique de dirigeants d'entreprise et dirigeants. J'ai noté chroniqueur, j'ai noté enseignant, j'ai noté conférencier, auteur aussi. 3 livres, je crois, à ton actif. Donc beaucoup de compétences et de choses que tu as faites dans ton parcours. Après, j'ai noté d'autres choses, en l'occurrence l'homme de l'ombre, l'homme qu'on appelle pour solutionner les problématiques. Celui qui intervient et qui arrive toujours à trouver une réponse à 100% positive. J'ai noté... Qu'est-ce que j'ai noté ? J'ai noté beaucoup de choses. Moi, l'homme en mouvement, avec beaucoup de projets, toujours à son actif, qui se challenge beaucoup aussi, qui challenge les autres, quelquefois aussi, qui écoute ses émotions, et aussi un passionné de la musique. Pour te résumer. Wow. Ça me fait drôle de voir cette image. Bon, je suis l'homme parfait, quoi, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Bon, on en reste là. Voilà. Merci pour l'interview. Et bon, c'est fini. C'est fini, merci beaucoup. Non, attends, on va lancer officiellement le podcast. Donc, je te présente. Oui. Donc, tu es Thierry Krief, fondateur de Thierry Krief Consulting. Donc, spécialisé dans le mentoring politique de dirigeants. Fondateur de Nego & Co, qui est spécialisé dans toutes les formes de négociation que peuvent entreprendre les cadres dirigeants. Et aussi investisseur, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais on peut le dire, dans certaines startups, certaines entreprises, on peut les mentionner. Book My Beach, par exemple. J'avais vraiment envie que tu partages ton parcours passionnant de négociateur, tout ton parcours, en fait, ce qui t'a amené à choisir ce métier, à être l'homme que tu es. Et je voulais justement que tu puisses impacter tous les auditeurs par ton parcours et leur donner envie soit de faire ce métier, soit de faire autre chose, de rebondir, d'avoir vraiment une autre peut-être vocation à leur actif ou de mieux performer en entreprise. Voilà. Alors, qui es-tu ? C'est la question. Oui. Elle est assez Comment ouverte. es-tu arrivé aujourd'hui à faire ce métier ? Je pense que c'est une passion pour les sciences humaines et les sciences du comportement. En fait, très jeune, je me suis intéressé à l'influence des individus, comment on pouvait influencer des décisions. Donc j'ai beaucoup lu sur la psychologie des comportements, sur la sociologie des organisations, sur l'analyse transactionnelle, sur la programmation neurolinguistique, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que un homme et une femme étaient un individu dans un environnement, et cet environnement était mouvant. Et en fait, j'ai fini par penser que quelque part, tout le monde pouvait être influencé. Et progressivement, un peu malgré moi, j'en ai fait un métier. Alors l'influence est un terme très négatif dans le langage français, il ne l'est absolument pas dans le langage anglo-saxon. L'influence, c'est juste qu'est-ce qu'on va dire à la personne pour finalement l'amener à considérer que ce qui est bien pour elle est bien pour nous aussi. Donc c'est ça, donc finalement la personne y gagne à la fin, simplement elle n'avait pas vu le problème avec le prisme qu'elle avait initialement, et finalement elle est contente et je suis content. Voilà mon métier. C'est une passion, mais j'ai fait ça en parallèle de mes études, parce que je suis financier à la base, après j'ai fait un MBA, après j'ai fait les études de droit, donc j'ai des études très 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 cartésiennes, très très business, entreprise, etc., ce qui me permet d'avoir aussi une très bonne connaissance de tous les problèmes des entreprises. Mais le petit plus qui fait que je réussis mes missions, c'est ce côté compréhension des individus et compréhension du mode de fonctionnement des individus. Donc tu as un parcours quand même assez riche, tu as changé, donc tu étais en entreprise et après tu as lancé donc, ton activité. C'était quoi le moteur finalement ?
de lancer en fait ton activité avec vraiment ton essence pure là, de ce que la négociation d'influence, ok certes au sens large, mais le moteur déjà c'était un besoin de m'occuper de mes propres enfants, passer du temps avec mes enfants et d'avoir un véritable équilibre entre une vie privée et une vie professionnelle. Alors maintenant ça paraît banal de le dire, mais je parle de choses qui se sont réalisées il y a 20 ans. 20 ans, on n'était pas du tout sur ces schémas de réflexion. Le moteur, c'est aussi que j'avais besoin d'apporter quelque chose aux gens, dans le sens, je suis aujourd'hui un solutionneur. C'est-à-dire mon négociateur, la négociation, c'est un outil. Mon métier, c'est solutionneur. C'est-à-dire j'ai une capacité à comprendre là où il y a des problèmes et à mettre en place des solutions qui respectent les individus. Donc, plutôt que d'amener les individus sur des conflits, sur des procès, moi j'amène les individus sur les solutions par le dialogue. Et j'avais vraiment envie d'en faire mon métier. Je ne vais pas rentrer dans la construction de mon métier, mais ça s'est fait un peu par hasard. Et à force qu'on me dise que j'avais ce talent, j'ai dit finalement, pourquoi pas. Et aujourd'hui, ça devient les entreprises, quoi. Waouh. Oh, non. Mais non, mais c'est vrai. Ouais, Beaucoup de personnes ne franchissent pas forcément le cap parce que voilà, on veut créer sa structure parce que on veut un peu plus d'indépendance, s'occuper un peu plus de sa famille, avoir une relation plus équilibrée, on va dire, entre le professionnel et sa vie privée. D'autres restent en entreprise et n'ont pas forcément quelquefois aussi ce confort-là, parce qu'on est dans des timings très serrés, on commence le matin, on finit le soir, on a les réunions, la réunionnite aiguë comme on peut appeler souvent. Et donc ce confort, on ne l'a pas forcément. Et toi en plus, tu as franchi le cap d'aller vers une de tes passions, en tout cas un talent que tu as identifié, tu vois. C'est quand même... Ouais, on peut résumer ça comme ça. Fondamentalement, les choses ne sont pas aussi fluides. Il y a des rencontres, il y a des essais, il y a des erreurs, il y a des progrès, il y a des réussites, il y a des échecs. Et puis doucement, il y a une construction. Je pense qu'il m'a bien fallu 7 ans pour mettre en place un projet de vie qui me corresponde tant en termes de développement professionnel. Un jour, j'ai un client qui m'a dit que j'ai une proposition de valeur qui n'existe nulle part dans ma capacité à solutionner. Et en fait, je suis un peu comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose, quoi. Pour moi, ça devenait naturel. Donc ça a mis du temps. Voilà. Alors, mais merci pour le compliment. C'est vrai, il faut mettre les mots là où il faut les mettre, c'est comme ça. Donc tu as fait énormément de formations, comme tu as dit, tu t'es intéressé à beaucoup de choses comme l'analyse transactionnelle. Qu'est-ce qui aujourd'hui te... Donc tu as parlé de j'avais envie de me sentir utile et d'aider les autres quelque part. Ouais, j'aime pas le terme de me sentir utile. En fait, j'avais envie de... En fait, malheureusement, il y a beaucoup trop de conflits. Le réflexe traditionnel, c'est les procès, c'est les bagarres. Et en fait, je pense avoir ce savoir-faire. Certains appellent ça un talent, moi je vais appeler ça un savoir-faire, qui consiste à identifier les nœuds, à comprendre que le problème, en fait, il est là. Et souvent, c'est des problèmes de non-écoute et de non-compréhension des individus qu'on a en face. Donc, oui. D'accord. Est-ce que tu penses que, finalement, le fait d'identifier, par exemple, les nœuds, comme tu dis... faut avoir une certaine capacité particulière, personnelle pour ça. Est-ce que tout le monde peut le faire ? Question qui sort du... Non, j'entends la question. En fait, ça serait y répondre, ça serait avoir mon propre miroir pour me dire regarde comme je suis beau. Je sais pas. Je me pose pas la question. Je sais pas. Je vois mes collaborateurs me disent Thierry, tu as un talent et même si tu me transfères ton savoir-faire, je pourrais pas le faire. Mais ça, je peux pas moi en parler. Je pense que c'est de l'écoute, je pense que c'est... Est-ce qu'il y a une forme d'intuition aussi qui rentre dans... Oui, mais elle se construit avec l'expérience. Bien sûr qu'il y a l'intuition, mais en fait, je suis tellement méthodologique dans ma démarche d'analyse, même si je travaille sur les sciences humaines. En fait, l'intuition, elle se fait quand j'arrive à dire, voilà, il y a 2 options, il y a 3 options. Et même en fait, quand je propose des options, je dis voilà, cette option a tel avantage, tel risque, tel avantage, tel risque. Après, quand il faut trancher, c'est des choix de gouvernants. Moi, mon métier, c'est pas de trancher pour mes clients. Mon métier, c'est de donner à mes clients, en fait, toutes les options avec tous les risques
et dire voilà, maintenant vous prenez la décision en connaissance de cause. Donc je suis plus dans l'analytique, même si elle repose sur des sciences de comportement et des sciences humaines, que dans l'intuition en fait. Parce que l'intuition laisse trop la part à l'aléa, et moi je laisse pas la part à l'aléa. C'est-à-dire que mes missions je les réussis toutes, parce qu'il n'y a pas d'aléa en fait. On a tout prévu, on a tout calé, voilà. C'est une méthode spécifique finalement qui t'es personnelle, qui est aussi professionnelle liée à ton activité depuis X années en fait. Tu appliques ta méthode, c'est très intellectualisé quelque part. C'est formalisé, c'est rationalisé. Alors c'est ma méthode, c'est une méthode que j'ai mis en place. Maintenant j'ai d'autres consultants qui l'appliquent. Après la méthodologie c'est une façon d'aller vite sur 90% du travail, mais le succès c'est les 10% restants. C'est la différence entre l'échec et le succès, c'est un fil. Hein. Et moi, je sais passer le fil du côté succès parce qu'il y a 10% peut-être d'intuition, je ne sais pas, ou d'expérience, je ne sais pas. Et comment tu définis le succès ? Du coup, c'est quand la personne a réussi à solutionner véritablement son problème ou... Le succès, c'est quand déjà tout le monde est content. Le succès, c'est quand les parties qui pouvaient avoir des discussions tendues, finalement discutent simplement ensemble. Le succès, c'est quand... finalement, on s'aperçoit que tout se règle par le dialogue. Alors le dialogue, il ne s'agit pas de dire « je suis gentil, on ne va pas faire des win-win situations ». Non, les enjeux sur lesquels je travaille sont beaucoup plus élevés que ce genre de win-win situation. Moi, je ne suis pas dans le win-win du tout. Moi, je travaille pour mon client et l'objectif, c'est qu'il gagne. Mais mon client gagne et l'autre en face, il est content quand même. Et là, je caractérise mon succès. Je ne suis pas dans l'équilibre de la relation. Moi, je suis un vrai négociateur, un vrai influenceur. Je suis payé par mon client et... Voilà quoi, je suis froid dans le travail, mais la personne en face, en fait, elle est toujours respectée, toujours... Enfin, il y a vraiment... Je pense que le succès, c'est d'avoir gagné en ayant respecté les humains. Je pense que c'est ça le succès. Parce que la vie est longue, les gens se connaissent, les gens parlent, et il ne faut jamais toucher à l'humain, en fait. Bon, c'est peut-être naïf ce que je dis, mais c'est le fondement de ma pensée, quoi. Donc, on peut être très très dur en égo, très très dur en influence, en respectant les gens. Sans que ça entache forcément une relation. Sans que ça entache une relation, sans que ça fasse mal à l'adversaire. Parce qu'en négociation, on peut aller très loin. Hein. En négociation d'influence, on peut vraiment faire mal à l'adversaire. Mais voilà, il faut le respect. De toute façon, tout bon négociateur dira il faut le respect. Par contre, celui qui dit win-win, c'est pas un bon négociateur. Ah. Pourquoi? Je voulais pas rentrer sur ce sujet. Ça y est, j'ai ouvert la porte. Donc, ouais. Non, parce que moi, je cherche pas pour mes clients une solution gagnant-gagnant. Je cherche une solution gagnant pour mes clients. Et si la personne en fin de signe, quelque part, c'est peut-être gagnant pour lui, mais ça m'est égal. En fait, si mon client a tous les rapports de force, il prend tout. Hein. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes salarié, vous êtes débauché d'une boîte, vous avez un méga rapport de force. Si vous êtes au chômage depuis 3 ans et vous n'avez plus d'allocation chômage, vous n'avez pas de rapport de force. L'entreprise va pas forcément faire des manières en disant non mais tu comprends, il est sympa. C'est... La négociation, c'est un sport froid. Hein. Et l'influence, c'est un sport froid aussi. Quoi, hein. Wow. Mais on met de l'enrobage chaud, on met un peu de chaleur humaine, mais en fait on est très froid. D'accord. Je vous faut pas que je fasse peur. Hein. Non, mais c'est intéressant. Donc très froid, donc on coupe un peu complètement les émotions. Non, on les coupe pas, on les utilise. En fait, déjà, on voit ce qui est l'émotion nécessaire. Enfin, je vais pas dire l'émotion, je veux dire l'affect. C'est pas tout à fait pareil. Hein. D'accord. J'ai besoin de segmenter l'affect qui m'est utile et l'affect qui ne m'est pas utile. Et j'ai besoin aussi d'identifier chez mon interlocuteur, alors que mon interlocuteur, ça veut dire, en l'occurrence, l'interface de mon client, ses points de sensibilité sur son affect. Parce que vous avez en fait, ça dépend de l'approche de la personne en face. La personne en face peut vous faire « Non, mais s'il te plaît, j'ai été sympa avec toi, tu peux pas me faire ça ». Ça, faut faire attention, c'est des approches de type paternaliste. Ou alors, il y a des approches très agressives. « Non, mais si tu me fais ça, tu verras, on va aller au procès, je vais détruire ta réputation, tu n'auras pas de commande. » En fait, il faut juste... tout ça, c'est des mots. C'est des mots. Et mon métier consiste à passer à travers les mots, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et à partir de là, je peux influencer. Quoi. Donc, voilà. Wow. Donc 20 ans. Arrêtez de me dire là parce que... Non mais je fais toujours roi dans tous les podcasts très bien, et dans toutes les personnes que j'interviewe. Alors dites-moi waouh. Non mais c'est vrai, waouh. Donc 20 ans à faire ça.
Ouais, 20 ans à faire ça, j'ai progressé. Hein. Au début, je faisais ça malgré moi. Après, au fur et à mesure de mon succès, j'ai pris conscience d'une certaine forme de compétence qui était ce jeu d'influence. Les gens confondent souvent dans la négociation. Le problème du terme négociation, c'est qu'il est vulgaire en France. Je parle bien en France. Ah. La négociation, c'est souvent confondu avec du marchandage. C'est-à-dire, allez, tu fais une proposition à 100, comme ça, lui va dire 50 et on va couper la poire en deux à 70. C'est pas de la négociation du tout. D'accord. La négociation, c'est comment je vais agir de façon directe, indirecte, avant, etc., auprès de mon interlocuteur. Pour qu'au moment où j'ai à parler, alors si on parle d'argent, on peut négocier tout, hein, où j'ai à parler d'argent, en fait, c'est lui qui me fasse une proposition et que ces propositions soient très bonnes. La négociation, ça se joue avant. C'est pour ça qu'on parle de négociation d'influence. J'influence la décision. Et en tant que négociateur, je ne donne jamais de prix. Jamais. Jamais. D'accord. En fait, je mets la personne en face dans une position où c'est finalement elle qui me donne le prix et moi, je vais construire sur son prix. D'accord. Donc tu attends vraiment le dernier moment, tu attends que la personne... En fait, j'attends pas. En fait, je la pousse à donner un prix. Pourquoi ? En fait, le raisonnement, il est relativement... je dirais de bon sens, même s'il n'est pas évident au premier abord, c'est que si je donne un prix, si je suis trop bas, je ne suis pas crédible. Si je suis trop haut, je ne fais pas le deal. Je donne un exemple, j'ai une maison à vendre, un montant de 100 par exemple. Peut-être que la personne en face, en fait, elle n'en peut plus de cette maison, quoi. Et peut-être qu'elle a 500. Ouais. Et si je l'amène à donner son prix, peut-être qu'il va me dire, allez, 300. Lui, il va avoir l'impression de faire une bonne affaire parce qu'il avait 500. Mais moi, je voulais la vendre à 100. Mais lui, il m'a dit 300. Donc finalement, je fais une bonne affaire, je suis content, il est content. D'accord, il y a un juste milieu. Alors que si je dis 100, lui, il va se dire, il y a peut-être des problèmes dans cette maison. Et finalement, il ne va pas l'acheter. Voilà, c'est des mécanismes simples comme ça. D'accord. Très intéressant. Comment... ça fait quand même 20 ans que tu fais ce métier. 20 ans, donc c'est un cabinet de conseil. Tu t'es entouré aussi. Je pense que tu ne fais pas tout seul. Ah non, pas du tout. Comment justement tu t'entoures ? C'est un sujet. Ah tu choisis... Alors il y a les projets, il y a les personnes. Tu fais appel à justement tout ton intellect, parce que tu es quand même un intellectuel, on peut le dire. Un cérébral plutôt. Cérébral. Est-ce que finalement tu restes toujours très pragmatique sur tes choix, ou tu fais quand même appel à un peu d'affect, dans le sens où quand tu rencontres une personne et que tu as envie de travailler avec elle sur un projet, tu dis bon tiens, il n'y a pas que ses compétences techniques qui vont aller, il y a aussi le reste. Voilà. Comment tu... Alors, si tu fais référence à ce que j'ai dit tout à l'heure, je parlais du processus de négociation. Hein. Je sais. Après, dans les personnes desquelles je m'entoure, moi j'ai un vrai souci, c'est que mon intuition est toujours mauvaise. Ah. Donc en général, je ne vais pas dire que je prends les personnes avec lesquelles j'ai pas envie de travailler, mais en fait toutes les personnes qui sont restées 10 ans, 12 ans avec moi, c'est les personnes au début où je me suis dit pas du tout. Tu n'y croyais pas. Et malheureusement, la réciproque est vraie. C'est à des personnes, je dis « Oh, c'est génial !» et tout. Finalement, ça n'a pas marché. Et malgré le temps qui passe, je peux dire, je ne sais pas pourquoi, et je peux sûrement dire que je n'ai aucune intuition en matière de recrutement. Aucune. Donc, ce que je fais, c'est que je fais confiance à la personne. Il me dit qu'elle a envie, je lui laisse sa chance. Ça, il y a un certain film qui disait qu'il faut laisser sa chance au produit. C'est vrai. Je laisse sa chance et finalement, il y en a qui réussissent, ils ne lui attendent pas. Il y en a qui échouent. Il y en a, après, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, on construit les gens, on construit les relations. En fait, je fais confiance tout de suite. En fait, tu regardes les résultats. En fait, je ne regarde que ce que la personne a fait indépendamment de la personne. Ça, c'est intéressant. Et moi, je ne suis pas du tout... Mais comme tu es en mouvement, tu regardes aussi si la personne se met en mouvement, je pense. En fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est les gens qui font, c'est pas les gens qui parlent. On peut faire et échouer, ça me dérange pas. Parce que si chaque fois qu'on faisait, on réussissait, ça se serait et on serait tous très riches. Moi, la personne qui fait, qui bosse, qui essaye, qui tient, j'ai une idée, elle marche pas, c'est pas grave. Moi, j'ai 50 idées à la minute, il y en a 49 qui marchent pas. Peut-être un peu plus, 49 et demi qui marchent pas sur une minute. Ouais. C'est pas grave. Pas grave. Le principal, c'est que les personnes elles fassent. Et puis dans tout ce qu'on fait, il y a des choses qui marchent.
Voilà. Et le principal il est là, et le principal à la fin de l'année, quand on fait les comptes, on dit bon bah ça a marché, ça a marché. Bon, le reste ça n'a pas marché, c'est pas très grave quoi. C'est-à-dire, je n'ai pas la notion d'échec, j'ai pas la notion de réussite, j'ai la notion de il faut qu'on avance et puis on voit ce qui se passe quoi. Constructeur, un peu bâtisseur et je dirais flexible parce que tu laisses finalement les personnes faire, tu regardes si elles font. Puis surtout, tu regardes, ok, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et tu restes quand même flexible. Ouais, je sais pas si le terme flexible est juste. Je fais confiance tout de suite. D'accord. Je donne du temps à la personne. Si ça ne va pas, je la mentore. Et après, vient le chemin. Soit elle a réussi, et puis, enfin, elle a réussi. Elle est dans la dynamique du mouvement qu'on a mis en place chez nous. Soit elle n'a pas réussi parce qu'elle n'est pas dans la dynamique du mouvement qu'on a mis en place chez nous. Et il vaut mieux s'arrêter. C'est pas la peine de perdre du temps ni pour la personne ni pour moi. Voilà, c'est tout. J'ai besoin, je suis un entrepreneur. J'aime que les choses avancent. J'aime que voilà. Et donc j'ai besoin que les personnes soient dans cet état d'esprit, c'est tout. Tu as dit mentor. Moi j'aime bien ce mot. Bon, non. Voilà. Et dans ton métier justement. Tu y prends plaisir? Le plaisir dans mon métier, c'est quand mon client est content. Le mentoring est un moyen pour moi. Puis les clients qui m'appellent sont dans des situations difficiles, ils ont les contrats difficiles qu'ils n'arrivent pas à signer, ils ont les situations difficiles. Situations aussi politiques en interne. Politique en interne, parce que très haut niveau des organisations, c'est que la politique. Toutes les personnes sont intelligentes, toutes, quel que soit leur niveau d'études. Et en fait, on s'aperçoit que à haut niveau, l'entreprise n'est qu'un jeu politique. Parce que les gens sont intelligents, les gens sont compétents. C'est rare de se séparer à haut niveau d'une personne parce qu'elle n'est pas compétente. C'est très rare. Mais tu prends plaisir. Bah, c'est plus que du plaisir, c'est de la jouissance. Le mentoring ou la négociation politique, c'est un jeu d'influence, c'est de l'analyse des comportements, c'est de l'analyse des environnements. C'est comment jouer à plusieurs bandes pour atteindre l'objectif de mon client. C'est un client qui est content. Je transforme une situation de tension en une situation de... Alors, je ne vais pas dire de sérénité, mais en autoroute. D'un coup, j'ouvre des perspectives, j'ouvre des voies et c'est facile. Tu ouvres le chemin. Ouais, j'ouvre des chemins. Je clarifie, bien sûr. Et des fois, c'est des questions de posture. Des fois, je fais changer la posture de mon client ou je fais le wording également. Je suis très, très, très minutieux sur l'usage des mots. C'est important, ça. Bah oui, parce que l'influence se fait par la parole, elle se fait pas par l'écrit. La parole a un sous-jacent culturel, c'est-à-dire que l'usage des mots en culture francophone, en culture anglo-saxonne, en culture... Et je vais même aller plus loin dans les environnements... alors je fais pas de politique, hein, selon comment je pourrais dire ça sans faire de politique? Bref, la culture religieuse a un impact, la relation à l'argent a un impact dans les négociations... tout ça, ça joue. Si je m'adresse à une femme ou je m'adresse à un homme, je m'adresse à un jeune, je m'adresse à un plus senior, je m'adresse à un Français, je m'adresse à un Hollandais, je m'adresse à quelqu'un qui travaille dans une start-up, je m'adresse à quelqu'un qui travaille dans une grande entreprise, les mots n'ont pas le même sens. Les mots n'ont pas le même sens. Et dès lors que les mots n'ont pas le même sens, dans le wording, en fait, on pourrait dire le chat est bleu. Ok. Mais en fait, personne ne va comprendre la même chose parce que chacun va projeter des choses sur le chat et bleu. Voilà. Et mon métier, c'est d'analyser en fait qui j'ai en face. Et c'est pour ça que je réussis mes mentoring ou mes négociations en général. C'est que j'analyse la personne que j'ai en face et en fait, je lui dis le chat est bleu dans ses mots. D'accord. Et donc, elle comprend le chat est bleu. Sinon, il y a du parasite dans le message. Ça n'arrive pas, le chat est bleu. D'accord. Voilà. J'ai pas eu waouh. Non, c'était très intéressant. Attends, j'apprends, je me cultive là. J'ai une question. Alors, on sort un peu du lot. Donc 20 ans d'existence, 20 ans donc de ton métier, de ce que tu es, de l'homme que tu es. Tu es chef d'entreprise, il faut dire ce qui est. 3 conseils que tu qui sont, alors pas 3 conseils, mais 3 comment dirais-je, choses déterminantes dans la vie quotidienne d'un chef d'entreprise. Dans la vie quotidienne,
Pour réussir. Oui, j'entends, je me permets de réfléchir. Alors, je vais commencer par quelque chose qui est peut-être un peu déroutant, mais je dirais la trésorerie. Oui. Parce que la trésorerie, c'est comme l'essence dans une voiture. On a beau avoir une super voiture, s'il n'y a pas d'essence, elle n'avance pas. Je pense que l'obsession de la trésorerie est un sujet déterminant pour le chef d'entreprise au quotidien. C'est ce qui permet d'investir, c'est ce qui permet de payer les collaborateurs, c'est ce qui permet de profiter de la vie, et c'est ce qui valorise aussi la qualité du travail. Ensuite, je dirais la recherche permanente de l'innovation. Il faut tout le temps essayer de proposer des nouvelles choses aux clients, une nouvelle façon de voir, une nouvelle démarche, une nouvelle approche. Des fois, on peut se planter, mais in fine, on arrive à faire des trucs. Troisièmement, je dirais la chance. Ah oui. Je crois qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous et je pense qu'il n'y a pas de réussite sans facteur chance. Il y a des aléas qui sont plus forts que nous. Je ne rentrerai pas dans le sujet. Là, tu ouvres une brèche, là. Voilà, ça y est. Te connaissant un petit peu. Non, il y a des choses qui ne dépendent de... Ouais, je dis toujours, il y a des choses qui sont destinées, qui sont là, voilà. Alors oui, il y a peut-être un facteur chance. Le facteur chance, c'est la rencontre dont on a parlé tout à l'heure. Ouais, c'est plus qu'un facteur, je pense. Je pense que c'est la poste en général. Ah oui, d'accord. Donc la trésorerie. Je pense que c'est le point de départ. Tu as dit l'innovation. Et la chance. Et la chance. Innovation, créativité. Donc il faut être créatif. En fait, ce que je veux dire est assez trivial, mais le monde est en mouvement très rapide. Et je pense qu'on ne peut pas se satisfaire d'une offre de service ou d'une offre de produit qu'on a en disant « elle est bien ». Dès qu'elle est bien, il faut penser à la suivante, hein, parce qu'il y a un moment où elle ne va plus être bien, où il va y avoir de la concurrence, où elle sera démodée, plus du tout en phase avec le marché. Moi, je passe mon temps à innover. Alors, j'ai peut-être trop d'innovation par rapport à ma capacité à les mettre en œuvre, mais oui, je pense que l'innovation permanente est un facteur clé de succès dans une entreprise, oui. Alors, moi, je rebondis quand même sur tout ce que tu dis. Chef d'entreprise, donc avec ces 3 capacités, enfin 3 choses déterminantes. Comment tu te protèges aussi au quotidien en tant que chef d'entreprise, en tous les projets que tu fais, les journées, quelquefois qui peuvent être très énergivores. Comment tu te protèges ? En fait, ce sujet de la protection est un sujet clé pour moi parce que, tu l'as compris, en fait, dans mon métier, j'absorbe le stress du client. C'est-à-dire que j'absorbe les problèmes des clients, j'absorbe les angoisses, les doutes. Et moi, je rends en fait quelque chose de propre, de simple, désaffectisé, pas d'émotion, propre. Voilà, tu décides, tu as le choix entre A, B, C. Donc en fait, je suis une sorte de convertisseur de stress en philosophie, quelque part. Wow. Donc j'ai besoin de me protéger. Alors, je ne vais pas forcément parler de rituels, même si je sais que ce mot-là t'est familier. Je prends beaucoup de pauses. Certains appellent ça des vacances, moi j'appelle ça des pauses. Parce que j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin d'être lucide, j'ai tout le temps besoin d'avoir du recul. Je ne peux pas rentrer dans l'émotionnel vis-à-vis de mes clients, parce que par définition, je leur dois des décisions, je leur dois des outils qui permettent... un arbre de décision. Donc je suis obligé de prendre beaucoup de pauses. Beaucoup de montagnes, beaucoup de mer, et puis au quotidien c'est mon chien avec lequel je suis obligé de le sortir, donc j'ai 2 heures en forêt tous les jours quasiment qui me permet de me ressourcer, puis voilà, et puis il y a la protection, mais il y a aussi je dirais que 50% de mes clients deviennent mes amis, hein, parce que je suis tellement dans leur intimité finalement in fine, et j'ai marqué la vie de beaucoup de mes clients parce que je les ai sortis de situations extrêmement difficiles où je leur ai permis de réaliser des projets qu'ils n'imaginaient pas imaginables, réalisables, ou des fois à partir de choses impossibles, finalement non, ça ne l'était pas. C'était juste une question de prisme, d'approche, de modification de l'environnement. Donc oui, je me protège beaucoup et j'ai une vie de famille, j'espère. J'ai 2 magnifiques enfants, j'ai une super femme, j'ai un chien, voilà tout ça, et ça m'aide parce que je pense que d'ailleurs ça revient à la question du chef d'entreprise tout à l'heure. On peut pas réussir une entreprise
si on n'a pas un environnement stable autour, donc oui, je me protège. Mais après, j'aime ça aussi, je me prends de la problématique du client, parce que j'ai un cerveau qui va tout de suite chercher un peu comme un Rubik's Cube, quoi. J'ai plein de couleurs dans tous les sens, et mon cerveau, il fait tchac, 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 tchac. Et tiens, voilà, c'est blanc, vert, rouge, bleu. Tu choisis. Voilà. Donc, voilà. C'est le client qui aura la responsabilité du choix, finalement. En fait, oui, je peux donner des recommandations. Enfin, je donne des recommandations. Je donne des recommandations. Mais en tout état de cause, c'est le client qui décide. Bah oui. Parce que c'est l'avis de mon client. Moi, je peux dire, voilà, d'un point de vue rationnel, mécanique, automatique, le choix le moins risqué, le plus rentable, c'est celui-là. Mais lui, il peut dire oui, mais politiquement, c'est pas celui que je vais prendre. Ah oui. Dont acte. Moi, c'est pas mon sujet après. C'est hyper intéressant. Je découvre, je connaissais un petit peu en t'ayant rencontré, mais voilà, je bois tes paroles. Elles ne sont pas alcoolisées. Mince. J'ai une question. Tu as parlé de ton chien qui te pousse à finalement te ressourcer, ce que tu as dit à un moment donné. C'est les balades, c'est ça? Oui, c'est les balades, c'est la montagne, puis voilà, c'est une passion pour moi. Les animaux sont une passion, quoi. Donc oui, c'est. Ça a été une vraie découverte pour toi. Ouais, clairement, j'y croyais pas. C'est-à-dire qu'avant d'avoir, mes parents n'avaient pas d'animaux. Avant d'avoir un chien, je lui dis c'est quoi ce truc-là? Je comprends pas, les gens, ils n'ont pas d'autre chose à faire dans la vie et tout. Alors moi j'ai 2 enfants, je peux pas dire j'ai pris mon chien parce que j'ai pas d'enfant, quoi. Et ça a été magique, quoi. Pour moi, ça a été un autre amour. Je trouve qu'on est merveilleux en tant qu'être humain parce qu'on peut aimer une femme ou un homme. Hein. Enfin, bref, on peut aimer ses enfants, on peut aimer ses amis, on peut aimer ses parents, mais on peut aussi aimer les animaux. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est pas le même amour à chaque fois. Et oui, ça a été une passion, une révélation. Je pense que je n'imaginais pas une seule seconde tout ce qu'il m'apporte et tout ce qu'il me donne et tout ce qu'il me rend. Wow. Ouais, on va s'arrêter là pour mon chien parce que... Oh, j'adore, c'est beau. Finalement, ça te pousse à avoir ton rituel, on va dire zen. Et voilà, fallait qu'elle vienne sur le rituel. Je sais. Voilà. Attends, j'ai quand même encore quelques questions qui me viennent. Quel conseil tu te donnerais à une personne qui a envie de faire le même métier que toi? Venez pas, ne me faites pas concurrence. Ah bah d'accord. Non, venez me rejoindre. Je vais vous former. Ça c'est voilà, porte ouverte. Venez me rejoindre, je vais vous former. On va faire du bon travail ensemble et vous allez vraiment découvrir des belles choses. Ok, on va créer des sessions de recrutement. Bon, pourquoi pas, de toute façon. Ok. Et alors attends, j'avais noté d'autres questions. Qu'est-ce qui te pousse à aller vers un projet versus un autre? Tiens, c'est intéressant ça. On parle de pro. Oui. Je pense que selon je parlais tout à l'heure, en fait, je ne vais pas vers un projet versus un autre, c'est une capacité d'innovation permanente. Donc je les fais tous. D'accord. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. J'ai une idée, tiens, je vais le faire. Okay. En fait, je ne me donne pas de fausses limites sur les projets qui peuvent paraître impossibles. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'impossible pour moi, c'est une question de moyens, c'est ok, j'ai envie de faire ça, est-ce que c'est possible? Enfin, de quoi j'ai besoin? D'accord. J'ai besoin de ça. Et qu'est-ce qui m'en empêche? Rien. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que beaucoup de gens ont des barrages. Oui, non, c'est impossible. Ah non, si j'avais. Non, mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui empêche quoi que ce soit, fait quiconque de faire quoi que ce soit. C'est une question de temps. Ok, c'est pas grave, on a du temps. C'est une question d'argent. Ça s'emprunte, ça, voilà. Il n'y a rien, donc ça se construit. Oui, ça se construit, mais surtout, moi j'ai un vrai... une vraie structure philosophique, c'est que, pardon d'être naïf, rien n'est impossible. C'est que le visuel de l'impossible est une fausse excuse pour celui qui ne veut pas y aller. C'est juste une question de quoi j'ai besoin et qu'est-ce qui m'en empêche. Et quand on répond à ces deux questions, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui m'empêche, en fait, on s'aperçoit que tout est possible. Donc... Wow. Il y a beaucoup de pépites dans ce podcast, je tiens à dire. Je note celle-là. Note. Je note. Il y avait 2 questions. Dans tous ces projets et dynamiques professionnelles, accordes-tu une part importante à ta vie privée? Tu en as parlé. On a un peu répondu, oui. Voilà. Et tes projets sur 2023 C'est secret.
D'accord. Ok, bon, alors, on va passer à la minute vibration pro et zen. Wow. Attention, D'accord. c'est parti. D'accord. Tu connais le principe, oui? Non. Non? Mais non, c'est des questions qui fusent et tu dois Bon, répondre. d'accord. Ah, très bien, ok. D'accord? Tu es prêt? Yes. Alors, si tu devais mettre en avant une de tes qualités pro, aujourd'hui, ici et maintenant, quelle serait-elle? Facilitateur. Je prends. Si tu devais mettre en avant ton côté zen ou rituel zen en un mot, que dirais-tu? Little Buddha. Alors là, je suis surprise, mais je prends. En fait, c'est comme ça qu'un jour, un client m'a appelé dans une négociation horriblement difficile, avec une tension extrême, avec des enjeux phénoménaux. En fait, on a résolu la situation de façon incroyable. Il m'a dit Little Buddha. Waouh, je prends. Alors, quel animal es-tu? Un chien. C'est fidèle, c'est loyal, c'est généreux. Un chien, forcément. Oh. Si tu devais organiser un dîner avec 5 personnes qui te fascinent et qui ne sont plus de ce monde, par contre. 5 personnes. Ouais. Quelles seraient-elles? Plus de ce monde. Pardon. Chuck Berry, parce que j'aimerais vraiment qu'il m'apprenne à jouer mieux la guitare. Wow. Chuck Berry, je suis fan. Plus de ce monde. Georges Brassens, parce que je considère que c'est lui qui m'a appris les mots. Ça, c'est pour la partie musique. Donc ça fait 2. Alors, il y a une femme qui m'a toujours fasciné, ça va pouvoir surprendre beaucoup de gens, c'est Golda Meir. Parce que je pense que c'était une femme à une époque d'homme qui s'est battue contre des montagnes. Cette femme m'a fasciné. Il me fascine encore d'ailleurs. Sur le plan plus philosophique, Spinoza, j'adorerais, malheureusement il est mort trop jeune, mais j'aurais adoré avoir une discussion avec lui. Sa vision me fascine. Et sûrement Platon, Socrate, pour la rhétorique. Ouais, sûrement. Ça va faire 5. Il y en a plein d'autres encore, mais bon. La soirée. Je peux venir? Si tu me les amènes autour de la table. D'accord. Ouais. C'est possible. Je pense qu'il n'y a pas que toi qui serait intéressé quand même. Et je note aussi la musique. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que ça, c'est une de tes passions. On peut le dire. C'est ma vie intime, ça. Ah, d'accord. Bon, ton rituel matinal pro et zen en 3 étapes. Embrasser ma femme, boire un café, embrasser mon chien. 3 étapes, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, c'est pris. Attends, alors plutôt bateau à moteur ou à voile? Les 2. Ah, ok. D'accord. Attention, alors celle-ci, j'attends la réponse. Pour une réflexion particulière, que choisirais-tu? Le sens logique, l'émotion du moment ou la télépathie? Je viens de te répondre. D'accord. Bon, c'était la télépathie. Je te laisse interpréter. Ton mentor pro de tous les jours qui t'inspire? Il n'y en a pas. D'accord. Ton mentor zen de tous les jours qui t'inspire? Il n'y en a pas. Aucun. Rien. En fait, c'est assez surprenant, mais les personnes pour lesquelles j'ai un profond respect, c'est les musiciens et les sportifs de haut niveau. Ils peuvent être pro et zen, non? Oui, non, je sais, mais il n'y en a pas en particulier. C'est-à-dire, j'aime tous les sportifs de haut niveau et j'aime tous les musiciens. Mais quand je dis musicien, c'est... Bon, moi, je suis musicien, mais c'est pas un gratteur de guitare, quoi. C'est vraiment les musiciens, etc. Parce que je considère que le niveau d'humilité, d'exigence, de créativité, d'innovation est le plus élevé qui soit, quoi. Vraiment, voilà, ce sont les 2 métiers, en fait, où j'ai beaucoup de respect. Je suis hyper humble par rapport aux sportifs de haut niveau. Quand on voit un ski à 1/100, t'es premier ou t'es deuxième 1/100, c'est-à-dire que c'est même pas un demi-souffle, quoi. Donc voilà. On sent que ça te prend dans les tripes d'en parler. Le sport et la musique, c'est vraiment mes sujets. Et, on refera un podcast spécial musique et spécial sport. Question finale. Yes. Si tu étais le meilleur conseil en négociation que l'on pourrait donner pendant une réunion commerciale au sujet de la vente d'un produit avec un vendeur français et un acheteur américain, lequel serais-tu? C'est compliqué. Comprends l'autre avant de parler. Ok, on prend. Rien d'autre à ajouter? C'est beaucoup déjà. Ah d'accord, ok.
Ok. Merci Thierry pour ton partage et voilà, c'était un plaisir. Partagé.